On a fait un peu le tour avec les 4 premiers intervenants de l'aspect exécution et l'aspect juridique, procédural. Il est vrai que dans nos matières un peu techniques, la solution technique est également une solution, et c'est la raison pour laquelle nous avons le grand plaisir d'accueillir Carole Gay, qui est responsable des affaires juridiques et réglementaires de l'AFA, que vous connaissez tous, qui est l'association des fournisseurs d'accès et de services Internet. Alors je sais que depuis longtemps, l'AFA est plutôt réticente à pratiquer les mesures de blocage d'accès, puisqu'ils estiment que ça maintient le contenu illicite et que ça n'empêche pas le risque de détournement de ces blocages, et qu'elle a beaucoup milité pour ce fameux retrait à la source des contenus illicites, milité activement, puisqu'elle a mis à la disposition des internautes en 1998 un service de signalement de contenus choquants qui s'appelle Point de contact, et je pense croire que c'est notamment de ce service de signalement que Madame Gay va nous parler. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Carole Gay de l'Association des fournisseurs d'accès et de services Internet. Je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse malgré ce qui a été dit. Je vais vous parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment évidemment du service point de contact, comme on l'a dit, mais également des mesures de filtrage et de blocage, et notamment aussi la différence entre ces deux termes, puisque c'est un petit peu souvent utilisé, pas toujours à bon escient. Donc voilà, on va faire le point sur toutes ces mesures. Alors tout d'abord, présenter un petit peu l'association. Qu'est-ce que l'AFA ? C'est une association qui a été créée en 1997 par les principaux fournisseurs d'accès de l'époque pour tout d'abord mettre en place une structure représentative de l'industrie, et puis ensuite pour élaborer une déontologie propre à la profession. Donc c'est sur la base de plusieurs chartes que se fonde notre déontologie maintenant. Et puis nous avons des membres aussi variés que des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, des moteurs de recherche. Bien sûr, les membres peuvent avoir tous de multiples casquettes et donc de multiples responsabilités. Et nous avons également des membres français, mais aussi des filiales françaises de membres étrangers comme Google ou Microsoft France. Donc rapidement, puisque Maître Bigot a déjà fait un point sur la directive e-commerce et la LCEN, la base donc de cette responsabilité limitée des intermédiaires, c'est la directive e-commerce de 2000 et la LCEN du 21 juin 2004, qui comprend de grands principes, notamment un principe de neutralité de l'opérateur, c'est-à-dire que l'opérateur transporte des contenus mais n'a pas à y toucher, sinon il risque d'être responsable pour cela. Il y a également un principe de limitation de la responsabilité de l'hébergeur, sous 2 conditions qu'on reverra. Une absence d'obligation générale de surveillance, qui est très important comme principe, une procédure de notification des contenus illicites aux autorités, et puis enfin, comme on l'a vu également plus tôt, une obligation de conservation des données d'identification et de communication de celles-ci sur réquisition de l'autorité judiciaire. Tout d'abord, donc, on va commencer avec le retrait à la source de certains contenus spécifiques qui sont contenus dans l'article 617, alinéa 3 de la LCEN. Tout d'abord, l'article 617 prévoit que les FAI et les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif de signalement de contenus illicites, qu'ils doivent également notifier promptement ces contenus aux autorités, et enfin qu'ils doivent rendre publics les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour lutter contre ces infractions. Et dans une deuxième partie, il y a également la nécessité de mettre en place un dispositif pour lutter contre les activités illégales de jeux d'argent, mais vous voyez dans la loi qu'il n'y a rien de prévu quant à la notification aux autorités pour ces contenus-là. Donc pour les contenus du premier point, c'est des contenus limitativement énumérés, donc à l'article 617. On va y revenir un petit peu plus tard. Juste pour faire le point, donc, pour les contenus de l'article 617 que je peux mentionner maintenant, en fait, c'est des contenus très très choquants. Donc, il s'agit de la pornographie enfantine, des infractions de haine raciale, de terrorisme et aussi de discrimination envers les personnes, de lutte contre les crimes contre l'humanité. Donc tous ces types de contenus-là, l'hébergeur va devoir les retirer grâce à un signalement simplifié.
Donc pour revenir un petit peu sur la responsabilité de l'hébergeur ne peut être responsable que s'il a connaissance du caractère illicite du contenu et qu'il n'a pas agi promptement pour retirer le contenu ou rendre son accès impossible. Il y a deux choses, soit le retrait, soit rendre impossible l'accès. Comme l'a dit Maître Bigot tout à l'heure, il faut lire ces articles donc, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel qui introduit la notion de manifestement illicite. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur cette décision pour savoir qu'est-ce qu'un contenu manifestement illicite. Est-ce que c'est un contenu mentionné dans l'article 6.1.7 ? Est-ce que c'est un contenu mentionné dans un autre article de la LCEN auquel on reviendra plus tard, l'article 6.1.5, qui prévoit donc une procédure beaucoup plus complète pour qu'on puisse dire que l'hébergeur a eu connaissance de l'illicéité du contenu, ou est-ce que c'est un contenu qui est considéré comme manifestement illicite par le juge ? Nous, à l'AFA, dans notre travail quotidien, on applique l'article 6.1.7, alinéa 3 de la LCEN, c'est-à-dire les contenus les plus choquants qui ont été limitativement énumérés dans la LCEN et qui donc doivent être retirés promptement et pour lesquels on n'a en fait aucun doute sur leur illégalité. C'est pour ça qu'ils ont été classés comme ça dans la loi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour répondre à l'obligation légale et avant même, d'ailleurs, l'introduction de cette obligation légale, l'AFA a créé le service de signalement Point de Contact qui traitait à la base des contenus de pédopornographie et de haine raciale. Donc à l'époque, c'était très très peu de signalements reçus. Et puis l'initiative s'est propagée un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et donc on a décidé de créer une association internationale de hotline. Donc le terme hotline est un terme de la Commission européenne pour en fait mentionner les dispositifs de signalement tout simplement. Et donc l'association internationale InHope a été créée avec des membres comme les Pays-Bas, les USA, l'Australie. Et puis, InHope a été créé avec le soutien de la Commission européenne et nous avons également eu ce soutien en 2001, donc pour le point de contact. À partir de 2004, introduction de l'obligation légale dans la LCEN pour les FAI et les hébergeurs de mettre en place un dispositif de signalement. Donc, à côté de l'obligation légale, on a signé une charte, donc les membres de l'AFA, avec le ministre délégué à l'industrie à l'époque, Patrick Devedjian, qui s'appelle Charte contre les contenus odieux, pour bien énumérer les engagements que la profession allait prendre pour justement respecter la LCEN. Et puis, donc, les membres se sont engagés à mettre un lien vers Point de Contact en bas de leur portail, donc dans le footer, pour que ce soit accessible à chaque page et en un seul clic. Donc la mention en un seul clic est importante parce qu'il y a eu notamment des débats, et c'est souligné par la Cour d'appel dans l'affaire Twitter, que pour l'instant, le dispositif de signalement de Twitter n'est pas accessible en un clic et que les internautes aiment bien cliquer, mais qu'encore faut-il savoir où ils doivent cliquer. Voilà. Donc nous, ça fait partie de notre déontologie d'avoir un accès facile au formulaire. Donc, nous avons 3 méthodes pour signaler: le formulaire, l'interface mobile, le logiciel qu'on peut installer directement sur l'ordinateur. Et notre champ de compétences se calque sur cet article 6.1.7 de la LCEN. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pédopornographie, haine raciale, terrorisme. Et il est un tout petit peu plus large puisqu'on prend aussi en compte les infractions, l'incitation au suicide, par exemple. Voilà, donc l'internaute choisit la catégorie de contenu qu'il a rencontré. Ensuite, il sélectionne où il a rencontré le contenu. Est-ce que c'était sur le web en général? Est-ce que c'était sur un forum? Est-ce que c'est du peer-to-peer, etc. Il colle l'URL de la page sur laquelle il a rencontré le contenu. Et puis, il a le choix aussi de rentrer ou pas des informations facultatives. Hein. C'est important à préciser parce que les internautes aiment bien que ce soit anonyme, souvent. Donc voilà, mais s'ils veulent une suite, alors qu'on leur donne les suites apportées à leur signalement, ils peuvent laisser leur adresse mail et on leur envoie une réponse sur le traitement du signalement. Ce qui est très très à la mode en ce moment, c'est la procédure de notice and takedown. L'Europe en parle beaucoup. Nous, on a été très poussés du fait du financement par l'Union européenne à de plus en plus améliorer le retrait des contenus par l'hébergeur. Donc, on a une coopération évidemment très très poussée avec nos membres, que ce soit des membres des hébergeurs français ou alors des hébergeurs étrangers
comme par exemple Google ou Microsoft, mais qui ont des filiales en France. Donc par exemple, on participe à un programme avec Google qui s'appelle le Deputy Programme. On a exactement les mêmes catégories d'infractions qui peuvent être signalées sur Google que sur Point de Contact. Donc c'est très très facile lorsqu'il y a un signalement d'un internaute qui est hébergé chez Google, donc soit sur YouTube, soit aussi sur Google Vidéo ou Google Images, de traiter ce signalement rapidement parce que une coopération très très bonne est mise en place. Et pour Microsoft France, c'est pareil, donc on a les contacts adéquats, ça va vite. Et nous, on dit que c'est en 48 heures maximum, le contenu est retiré, surtout que c'est des contenus, comme je vous ai dit, très très choquants. Pour les contenus hébergés à l'étranger, donc hors membres de l'AFA, pour les cas de contenu pédopornographique, donc je ne vous ai pas précisé, mais l'association InHope, c'est que pour la pédopornographie. On a créé une base de données URL qui permet, par exemple, moi, à l'AFA, je reçois un contenu qui est hébergé en Allemagne, un contenu pédopornographique que je classe comme pédopornographique, je le rentre dans la base URL du réseau InHope, et la hotline allemande va venir chercher ce contenu pour prendre les mesures nécessaires, par exemple en contactant l'hébergeur si c'est une association comme nous, ou les autorités locales. Et pour tous les autres contenus, et aussi bien sûr pour les contenus pédopornographiques, que ce soit en France, à l'étranger, partout, on les transmet également en parallèle aux autorités françaises compétentes, qui sont l'OCLCTIC, donc c'est un petit peu compliqué. C'est l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Voilà. Donc dans tous les cas, si c'est hébergé en France, l'OCLCTIC lance une enquête, et si c'est hébergé à l'étranger, il contacte Interpol. Rapidement sur nos chiffres, donc on reçoit en moyenne 7500 contenus, voire 8000 contenus par an. Alors bien sûr, il y a un gros tri à faire là, parmi ces contenus reçus. Dans le classement des internautes, on peut remarquer que les internautes signalent majoritairement de la pédopornographie, ce que nous, on requalifie souvent en contenu choquant accessible aux mineurs. Puisqu'on voit que c'est cette catégorie-là finalement qui est majoritaire après qualification, puisque ça c'est le tableau après qualification des contenus reçus. Et en moyenne, on en retient un quart d'illégaux sur tout ce qu'on reçoit. Donc il y a quand même un gros tri. Quoique on a augmenté un petit peu cette année, on a à peu près 30% de contenus qualifiés d'illégaux. Donc vous voyez la répartition, 778 contenus transmis aux autorités, donc c'est tous ceux qu'on a qualifiés d'illégaux. Et puis 188 transmissions donc aux autorités seules, 300 au réseau InHope et 286 transmissions aux hébergeurs, qui soient français ou aux États-Unis, mais de membres de l'AFA. Ce qu'on voit pour les contenus pédopornographiques, c'est qu'ils sont quand même majoritairement hébergés aux USA. Le 42,9%, ça va être une répartition de tout petits chiffres en fait, qui fait ce chiffre global, mais dans plein d'autres pays. Mais la majorité des contenus sont hébergés aux USA et aux Pays-Bas pour l'Europe. Voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes notions que nous sur la pédopornographie. D'ailleurs, c'est une notion qui devrait être uniformisée et qui ne l'est pas toujours, finalement, on le croit, mais bien sûr qu'elle est réprimée partout, mais sur la qualification même de la pédopornographie, il y a des différences, notamment avec les Pays-Bas. Donc, voilà. On voit par contre qu'il y a un très bon taux de retrait. Puisque 94% des contenus signalés par le point de contact aux États-Unis ont été retirés en 2012 et aux Pays-Bas 86,5%, 100% en Russie, voilà, des bons chiffres. Et pour la France seulement, 100% des contenus pédopornographiques, évidemment, qui sont très rares en France en fait, ont été retirés par les hébergeurs et 56% pour les contenus choquants accessibles aux mineurs. Ce qu'il faut préciser pour ce chiffre, c'est que on qualifie d'illégal un contenu choquant accessible aux mineurs qui n'est pas empêché d'accès par un disclaimer. Ce qu'on appelle disclaimer, c'est la petite fenêtre qui demande si on a plus ou moins de 18 ans et si on a conscience donc du contenu qu'il y a derrière, qui ne sert à rien, on est d'accord, on est tous d'accord. Mais comme l'article 227-24 qui décrit les contenus choquants accessibles aux mineurs est très très large dans sa rédaction, il a fallu trouver un critère pour qualifier l'illégalité de ces contenus. Donc c'est ça. Donc finalement, ces contenus ne sont pas forcément retirés, mais il suffit qu'il y ait un disclaimer pour qu'ils deviennent légaux. Voilà. D'où le chiffre assez bas quand même de 56% de retrait.
Alors, rapidement, je vais donc passer à l'autre méthode. Donc, on a vu que pour le retrait, on a le 617 de la LCEN, donc ce qu'on fait à l'AFA. Et puis, il y a le 615 qu'on a évoqué aussi tout à l'heure avec Maître Bigot. Comme il vous l'a dit, il faut que la procédure soit vraiment respectée à la lettre pour qu'on puisse considérer que l'hébergeur a pu avoir connaissance du caractère manifestement illicite du contenu et aussi de sa localisation précise. C'est sur la localisation que ça joue, notamment sur la nécessité d'une nouvelle notification, comme on vous l'a déjà expliqué. Si on ne sait pas où il est, vu que l'hébergeur n'a aucune obligation générale de surveillance des contenus qu'il stocke, il faut qu'il sache où il est localisé, il ne va pas chercher lui-même. Il y a une nécessité aussi de respecter le principe de subsidiarité, mais ça on y reviendra. C'est très important ce principe, il est contenu un peu partout dans la LCEN, mais aussi bien finalement dans le 615 que dans le 618 de la LCEN. Dans le 615, donc on doit prouver, le notifiant doit prouver qu'il a été voir l'éditeur avant de contacter l'hébergeur pour retirer le contenu. Alors, comme vous l'a dit, la jurisprudence n'est pas très certaine sur l'action prompte de l'hébergeur. Qu'est-ce que c'est que prompt? Alors, pour les contenus du 617, c'est 48 heures, normalement. Par contre, pour le 615, on dirait que c'est le jour même de la notification, mais il y a d'autres décisions qui ont dit 15 jours. Alors, voilà, c'est flou, c'est vrai. Et souvent aussi, ce qui arrive, c'est que les litiges du 615 aboutissent souvent à une décision du juge parce que les demandeurs ont tendance à ne pas notifier, mais à signer directement. Et comme l'assignation vaut notification, voilà, ils coupent la voie de la notification en faisant directement une assignation. On peut aussi se servir de l'article 618 pour que l'hébergeur cesse donc un dommage ou alors prévienne un dommage. Donc on y reviendra à cet article 618 parce qu'il est aussi employé pour le FAI, pour prescrire des mesures de blocage, mais on peut s'en servir aussi pour l'hébergeur. Donc toujours respect du principe de subsidiarité, donc on va voir d'abord l'éditeur, ensuite l'hébergeur et enfin le FAI. Et puis la cessation peut être demandée aussi par le président de l'ARJEL pour les jeux en ligne, aussi pour des violations de droits de propriété intellectuelle, les lois Hadopi, et puis enfin il est prévu aussi dans l'article le projet de loi relatif à la consommation qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée et au Sénat. Alors, pour les demandes de filtrage, déjà rapide point terminologique, le filtrage, on considère que c'est une réaction proactive, donc que vraiment il y a un travail en amont et un tri préalable, alors que le blocage, c'est plutôt réactif, c'est-à-dire qu'il y a un contenu, il est accessible et on va le bloquer. Ça va être a posteriori. Donc là, on parle de filtrage au niveau de l'hébergeur, pour bien préciser. Et ce qui a été très important ces temps-ci, donc le 16 février 2012, la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu une décision qui dit qu'une cour nationale ne peut pas prescrire un système de filtrage des informations stockées sur les serveurs d'un hébergeur de manière non discriminatoire, préventive à ses frais et pour une période illimitée. C'est pas possible, pourquoi? Donc là, il s'agissait de Netlog, qui est un réseau social, une plateforme de réseau social qui hébergeait des contenus donc, soumis aux droits d'auteur. On ne peut pas prescrire ça à un hébergeur parce que déjà, il n'a aucune obligation générale de surveillance des contenus et faire ça, ça revient à lui prescrire une obligation générale de surveillance. Et enfin, en mettant en balance, en utilisant le principe de proportionnalité, qui est souvent appliqué et contenu dans toutes les directives européennes, il n'y avait pas un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle d'une part et d'autres droits fondamentaux qu'il faut respecter aussi, comme donc, la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Bien sûr, la Cour a dit non. Et à partir de là, donc on l'a déjà vu tout à l'heure avec Maître Bigot, mais la Cour de cassation a suivi et a dit, notamment donc, pour les notifications, qu'il faut une nouvelle notification avisant du caractère illicite d'un contenu. On ne peut pas demander à un hébergeur de filtrer pour le futur des contenus une fois qu'un contenu a déjà été notifié. S'il est reposté, à partir du moment où il est reposté ailleurs et que l'hébergeur ne peut pas connaître sa localisation, on ne peut pas lui imposer de mettre en place un système de filtrage de contenu en amont. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est contraire à l'obligation générale, l'absence d'obligation générale de surveillance.
Donc, dans le 617, ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même une nuance, c'est que seule l'autorité judiciaire peut prescrire une obligation de surveillance, mais qui doit être temporaire et ciblée. Et là, ce qu'on voit partout, c'est que c'était ni temporaire, parce que c'était permanent, et c'était pas ciblé non plus. C'était, notamment dans Sabam Netlog, c'était voilà, filtrer tous les contenus de tous les profils des internautes, et donc de leurs données personnelles, hein, sans aucune... voilà, c'était pas du tout ciblé, donc c'est non. Voilà, c'est pas possible. Alors maintenant, on en vient au blocage par le FAI. Donc là, on est encore plus loin, hein, on n'est plus dans le stockage, on est dans l'accès. Comme on en a déjà parlé aussi avec Maître Maxwell, ARG. Voilà, donc l'AFA était intervenue volontairement en défense, hein, dans cette affaire ARG donc a commencé par une assignation par des associations de lutte contre le racisme de 3 hébergeurs américains et des FAI français, afin d'empêcher l'accès aux sites antisémites et révisionnistes, donc ARG. Il faut savoir qu'au départ, on a assigné les hébergeurs et les FAI, mais on a demandé le retrait du contenu qu'aux hébergeurs. On n'a rien demandé aux FAI au départ. On a dit qu'ils étaient mis en cause, mais juste à titre informatif pour se voir délivrer aussi l'ordonnance. Donc cet article pose plusieurs problèmes. Alors pour l'instant, il n'y a pas de décret d'application. On a besoin du décret d'application pour les modalités techniques qui n'ont pas été précisées dans la loi. Notamment, est-ce que ce serait un blocage DNS, IP ou URL, plusieurs types de blocages possibles. Mais surtout, ici, ce qui nous dérange, c'est qu'il n'y a pas de contrôle par le juge. Donc l'autorité administrative va transmettre sa liste et elle n'aura pas été contrôlée par le juge, qui est pourtant le garant des libertés en France. Et ça, c'est le point sensible vraiment de cet article. Et il n'y a pas de mention du principe de subsidiarité non plus. Donc on ne dit pas, faut rechercher d'abord les hébergeurs, ce qui est un petit peu embêtant. Et enfin, sans délai, le terme sans délai, c'est une obligation de résultat à la charge du FAI qui est très difficilement atteignable aussi. Mais le Conseil constitutionnel a dit pour cet article qu'il y avait une conciliation proportionnée entre la sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication, notamment parce que la décision est contestable ensuite, si jamais il y a un surblocage par exemple. Voilà, et rapidement, donc il y a réaffirmation du principe de subsidiarité, donc la nécessité d'un retrait à la source plutôt qu'un blocage dans la directive de 2011 sur la pédopornographie, hein, et la mention des hotlines INOP notamment. Donc il faut que le blocage reste une procédure de dernier recours encadrée par le juge. Et donc toujours avec ce contrôle de proportionnalité entre les mesures prescrites pour faire cesser le trouble et puis les libertés, notamment la liberté d'expression. Voilà. Désolée d'avoir été un peu longue.